Alors bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et là, je suis avec Mine, qui est un des deux cofondateurs de l'entreprise, pour jaser des débuts puis ce qui a été la bougie d'allumage qui a mené à la création de NAC. Avant d'être des consommateurs de NAC, on est tout d'abord des athlètes d'ultra-distance et en se mettant à l'ultra, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun produit fait pour l'ultra-distance. Tous les produits qui étaient utilisés étaient inadéquats, soit donc avec trop de sucre qui génère des pics de glycémie et des crashs derrière, fait d'ingrédients qui sont mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement. Donc c'est là où on a décidé de créer donc NAC, l'énergie donc pour l'ultra distance qui est performante, éco-responsable. Donc tous nos produits donc c'est basé sur la science NAC, l'ultra énergie où tu vas avoir des BCA et des protéines complètes pour réduire la fatigue musculaire, des glucides simples et complexes pour éviter les pics de glycémie et enfin des électrolytes contre la perte des minéraux. Donc cette science NAC vous la retrouvez dans tous nos produits, que ce soit les gaufres, les bars, les drink mix ou les bars café. Merci Mine, et tout ça, on va les trouver sur le nacbar.com. Puis vous le savez, si vous utilisez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS, vous avez 15%. Merci Mine, merci tout le monde, bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 123 avec Marianne Hogan. Vous l'avez entendu à l'introduction, c'est une voix que vous reconnaissez parce que c'est le 10e passage de Marianne Hogan. Je suis pas bon en maths, mais à 123 épisodes, 10 passages, c'est comme une fois sur 12, un épisode sur 12, c'est toi. Fait que je sais pas, j'avais une carte chouchou, il y a eu une passe à vie, je sais pas c'est quoi que tu mérites comme carte spéciale pour ça, mais 10e passage, je pense que ça mérite une main d'applaudissement à tout le monde. Merci. C'est une bonne moyenne. T'es pas tanné? Non, ça va. Cool. Tu me gardes une check là, à chaque mois, faut que je parle de ma progression. Les derniers mois ont pas été très progressifs, mais c'est on correct. a trouvé d'autres façons. Écoute, on a fait un autour du feu à Ricana. Là, on est devant le public. Puis vous allez voir, d'habitude, il y a toujours un thème qui est associé à chaque épisode avec toi, ou à peu près. Là. Soit le thème, c'est 2 jours après la Western State, ou vraiment on avait des thèmes nutrition, entraînement. J'en ai un petit, je pense que ça va être un court terme, puis après ça, on pourra prendre des questions. Donc pour les prochaines minutes, pensez à des questions parce que j'ai le goût qu'on fasse juste un épisode Q&A. On verra si les gens ont des bonnes questions. Puis on verra s'il y a de la relève, si un jour ça me tente plus de faire pas sortie de bois, qui veut embarquer. On va avoir des gens qui sont pas prêts pour des questions. Avant toute chose, je veux remercier Noctem. On est dans leur microbrasserie de Saint-Malo. Donc c'est pas le Noctem que les gens de Québec connaissent dans Saint-Roch. On est dans leur microbrasserie. On a une vue sur la production, sur l'usine. Fait que c'est de quoi qui se passe. On est aux premières loges. On est comme dans un aquarium. On sait pas si c'est nous qui sommes dans l'aquarium ou c'est l'usine qui est dans l'aquarium. Ça reste à définir. On a de la bonne bière. Puis Marianne, qu'est-ce que tu bois? Tu te rappelles-tu ce que t'as commandé? Je bois la Milkshake IPA. Je pense que c'est la Margot ou Madame Margot, je sais pas trop. La Brave Margot. Quelque chose comme ça, ouais. Excellent, et bonne? Ouais, très très bonne. Très cool. Moi, de mon côté, j'ai une Cool Cats. J'ai 3 épisodes à faire aujourd'hui, fait que j'ai commencé avec une Nano IPA. C'est une Nano IPA? C'est une 4%. Session IPA, j'étais sage. Puis on va faire le tour. Tout le monde ici va nommer c'est quoi sa bière. Comme ça, on va faire 1 heure de temps. Ça va être malade. Avant qu'on parle du thème, avant qu'on prenne les questions, Marianne, les gens qui écoutent ne peuvent pas le constater. Les gens qui te suivent sur les médias sociaux savent de quoi je vais te parler. Peux-tu nous raconter dans tes mots, devant le micro, qu'est-ce qui s'est passé avec tes yeux? Fait que je pense que c'est l'histoire la moins exotique que je vais pouvoir vous présenter. En fait, c'est aussi simple que j'étais en randonnée et puis j'étais avec ma famille et puis mes frères et belles-sœurs ont décidé de sprinter les 5 derniers mètres de notre randonnée. Je décidais de pas trop participer au début. Dernière minute, j'ai décidé de participer. J'avais une casquette et puis je suis allée directement pour le top de la montagne sans trop évaluer ce qu'il y avait devant moi. Et puis je suis rentrée à pleine vitesse dans un télésiège. Je me suis explosé le front. J'ai jamais touché le sol aussi rapidement. Je me suis levée à peu près 5 secondes plus tard puis j'avais une grosse balle de baseball sur le front.
Et puis la semaine qui en est suivie, ben j'ai des beaux yeux de raton laveur et des beaux regards surtout dans la rue. Beaucoup de questions et de commentaires, mais j'ai aucune séquelle, là. J'ai pas de commotion, pas d'os cassé. C'est très rare pour moi. Mais j'ai juste un drôle de look là pour les jours qui viennent. Là. C'est ça, je voulais savoir, parce que là, on en rit, c'est drôle, mais t'es correct. Je veux dire, t'as une radiographie, tu dis avant qu'on enregistre, c'est... Ouais, là, après un bout de temps, j'ai reçu beaucoup de commentaires comme quoi je devrais aller faire une radiographie. Ce que j'ai fait, mais j'ai zéro, j'ai rien. J'ai aucune séquelle. Plus juste, tard que de mal. Non, c'est ça. J'ai un nouveau maquillage, un nouveau look. Juste un peu trop tard pour l'Halloween. Ouais, il y aurait eu ça. un bon concept à faire avec ça, un joueur de hockey des années 70, je sais pas. Ouais, En tout cas, il y a de quoi faire avec ça. Avant qu'on prenne les questions du public, j'ai dit qu'on jase de course en hiver. Parce que, tu sais, à chaque épisode, on a notre petit thème, puis on arrive dans la saison, puis peut-être plus tôt que prévu pour ceux qui avaient hâte pas qui avaient hâte, mais ceux qui trouvent qu'en ce moment, il y a de la neige beaucoup pour un mi-novembre. La course en hiver, un matin, je courais, je me disais, hey, ça fait comme 2h30 que je vire de Tours. Je suis sûr que c'est un bon sujet. Comment s'habiller, comment, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui écoute Pas sorti du bois, qui sont dans leur première saison de course, leur premier hiver peut-être qu'ils vont courir. Puis je me dis, ben, j'en ai parlé par le passé, l'épisode 65, j'ai reçu Jimmy Gobet. Je pense que c'est un bon épisode 360, comment courir l'hiver, avec plein de conseils. J'ai parlé aussi avec Yannick Brassard, qui avait fait la course cryo à l'épisode 64, je pense. Fait qu'on a des conseils comme ça qui se disent, mais je me dis, jase 11 ans, parce que si on se prépare pour la Western State en juin, je suppose qu'il y a un peu de course à l'extérieur l'hiver. Toi, c'est quoi ton courir l'hiver 101? C'est quoi tes conseils pour les gens qui écoutent? Ben premier conseil, c'est sûr qu'il faut bien s'habiller là. Je pense que quand t'as froid, t'as aucun plaisir, mais dès que tu mets assez de linge là, y a aucun problème. D'ailleurs, moi j'aime mieux avoir chaud que froid l'hiver là, c'est vraiment j'aime mieux m'habiller plus que pas assez. Mais sinon, la deuxième chose que je dirais, c'est que courir, tu sais, admettons que tu mets rien sur tes pieds, que tu cours vraiment juste avec des souliers de course, je pense que ça t'aide beaucoup aussi à travailler tous tes stabilisateurs, puis surtout au niveau des hanches là, moi quand je vais courir l'hiver puis que je cours sur la neige, c'est mes hanches que je suis le plus raquée rapidement. Puis ça c'est vraiment bon, puis ça vient t'aider aussi plus tard dans les ultras, parce que quand tu viens fatigué, en tout cas pour moi là, on dirait que mon muscle qui s'affaiblit le plus rapidement, c'est au niveau des hanches. Donc j'ai vraiment l'impression que courir l'hiver vient aider ça. Fait que stratégiquement, souvent je mets rien dans mes pieds. En fait, j'essaie de travailler justement la stabilité puis d'essayer de voir justement qu'est-ce que je peux travailler au lieu de mettre des spikes ou quoi que ce soit. Même en montagne, je pense que ça aide beaucoup d'aller courir juste en souliers puis de voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Évidemment, là, on essaie de pas tomber, là. Des fois, les conditions font en sorte que t'es mieux de porter des spikes ou quoi que ce soit. Mais de façon générale, quand tu vas courir dans la rue, là, je te dirais, cours comme si tu portais souliers de course l'été, puis regarde qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Puis la question que je vois beaucoup sur les groupes courses de Trail Québec et autres, c'est Gore-Tex, pas Gore-Tex, micro spike, est-ce qu'on met des gros spikes, là, des espèces d'affaires que t'embarques par-dessus avec des chaînes en métal. Là, tu le dis, moi je suis d'accord avec toi pour ça, mais Gore-Tex, pas Gore-Tex, je trouve que c'est une question qu'on entend souvent, tout ton bord. C'est quoi ton opinion? Au pire, on fera un débat si quelqu'un ici est pas d'accord. Là. Ouais, moi, en fait, j'ai acheté des bas Gore-Tex, ce que je trouve vraiment cool parce que je peux les mettre avec n'importe quel de mes souliers. Donc, je les porte tout le temps. Des fois même, je les mets dans mes bas de split. De splitboard, donc ça me garde les pieds au chaud. Évidemment, des fois, ils sont mouillés de l'intérieur parce que j'ai chaud, mais de façon générale, ça me tient au chaud puis j'ai aucun problème. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête avec des souliers Gore-Tex. Mais c'est sûr que le Gore-Tex va venir aider, là, surtout les pieds. Là, je pense que moi, c'est vraiment la chose qui a froid en premier, c'est mes orteils de toute façon. Des bons bas Gore-Tex, des bas Merino. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est vraiment le bas qui est le plus important course à pied l'hiver, parce que maintenant on pile dans cela. C'est pas juste le froid, là, ça m'a dit, c'est que ça devient slusheux, surtout si on court en ville sur l'asphalte. À un moment donné, le pied devient mouillé. Ouais. C'est là qu'un bon bas, ça vaut la peine. La première fois que tu t'achètes un bas en laine de Merino, tu te dis, my God, y a-tu comme des pièces d'or dedans? Y a-tu un lingot qui vient avec? Non, par contre, ça fait vraiment la job, ça dure longtemps, c'est un produit de qualité, puis ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Puis avant que moi j'ai acheté des bas Gore-Tex, ce que je faisais, c'est que j'utilisais une couverture de survie. Donc tu sais, la fameuse couverture de survie qu'on est obligé de traîner là à travers toutes les courses. Mais j'en coupais des petits morceaux, puis je rentrais ça dans mon soulier. Je mettais mon pied dedans, puis ça gardait mon pied au chaud. Là, j'ai upgradé un peu là dans le matériel, ça vaut la peine. Mais si rapidement là vous sortez courir puis vous avez pas une paire de bas chauds, ben vous pouvez recouvrir vos souliers de bas de couverture de survie. Ah, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça. Je savais qu'en abordant le sujet, on allait découvrir quelque chose de nouveau. Par contre, si vous coupez votre couverture de survie, assurez-vous d'en avoir une nouvelle pour les courses. Parce qu'on se rappelle d'une année où Arikana, je crois, peut-être que quelqu'un pourra me corriger, mais je pense qu'Arikana, ils ont mesuré les couvertures de survie. Il y avait du monde qui les avait coupées pour avoir moins de poids, parce qu'on sait qu'une couverture de survie coupe en deux, tu viens de sauver l'équivalent de 30 secondes par kilomètre. Au moins. Donc, il y avait des gens ou une personne en tout cas qui avait été disqualifiée à Arikana parce qu'elle avait coupé sa couverture de survie.
Fait que si vous faites des motifs de pieds dedans, peut-être en acheter une autre. Ouais. C'est un bon truc. Effectivement. J'ai le goût qu'on se pitche, j'ai l'impression qu'il y a plein de belles personnes. On est 35, genre, 35-40. Je suis sûr qu'il y a plein d'excellentes questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions pour Marianne, tout sujet confondu, là, pour vous être sur l'hiver ou sa blessure à la tête, venez, levez-vous, puis venez la poser dans le micro. Le dernier épisode devant le public que j'avais fait, les gens les criaient leurs questions, puis c'était pas optimal. Fait que je me dis, là, on a de la place. Est-ce quelqu'un qui veut casser la glace? Qui a une première question. Oh, Joanie Desroches, qui est déjà venue au podcast d'ailleurs. Comment va ton soir, Marianne? Mon psoas, c'est toujours pas guéri, malheureusement. Donc, j'avais quand même une grosse déchirure, là. J'avais un trou d'au moins 3 cm dans le psoas. Et puis, récemment, en fait, j'avais tellement mal qu'on avait peur que l'os était aussi impacté. Donc, je suis allée faire une résonance magnétique. Et puis, ce qui en est ressorti, c'est que avec le psoas qui est déchiré, j'ai aussi déchiré un ligament qu'on n'avait pas vraiment regardé parce que quand on a identifié le psoas, on a dit bon, mais c'est ça le problème, c'est de là vient la douleur. Donc je suis encore en mode guérison, je recommence à courir tranquillement, mais c'est sûr que c'est pas la foulée habituelle. Puis je dois vraiment garder un œil là-dessus là. Puis je fais d'autres choses. J'ai passé un mois au Colorado puis j'ai fait beaucoup de randonnées, beaucoup de yoga. Donc j'ai bougé un peu les choses à faire, mais j'ai hâte que ça soit guéri là parce que c'est le fun d'aller courir dans la neige l'hiver. T'as-tu un estimé, à peu près, dans combien de temps les experts, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je t'avouerai que quand je suis allée voir le médecin après l'UTMB, il m'avait dit 6 semaines et on est maintenant à 12 semaines. Donc, je me fie plus trop aux estimés, là. Je pense que c'est important, là, d'ailleurs. Quand on a des diagnostics comme ça, le plus important, c'est d'écouter son seuil de douleur. Puis moi, quand je cours, j'ai une douleur, autant au psoas qu'à la fesse. Donc, ça me dit que je suis pas prête encore pour commencer complètement. Mais, tu sais, je suis capable de bouger, là. Hier, j'ai fait des montées au Mont-Sainte-Anne, puis je suis capable de les faire. C'est juste qu'il y a une douleur qui apparaît, puis je dois l'écouter. OK. Est-ce que ça... Comment en fait tu le vis? Parce que tu dis 6 semaines, les fois qu'on s'était parlé, les 2 fois qu'on a parlé post-TMB, tu te rapatriais, pas te rapatriais, tu te rejetais, pas comment le dire, tu revenais souvent à ces 6 semaines-là, ouais. Qui était l'horizon que tu voyais. Là, ça fait le double du temps. Comment tu te sens là-dedans, plus émotionnellement, plus que physiquement? Ouais. Je me sens bien, drôlement. J'ai commencé à faire beaucoup d'autres choses, là. Je suis rendue un gym rat. Je passe beaucoup de temps au gym. Je fais beaucoup de yoga, puis ça m'aide. L'important pour moi, c'est juste de trouver quelque chose que je suis capable de faire au quotidien qui est facile pour moi de faire. Ouais. Puis le gym, ces temps-ci, c'est juste super facile parce que c'est super accessible. Je suis capable d'y aller, travailler sur mes faiblesses. Donc, j'en fais vraiment le focus, puis j'arrête pas de me dire mentalement que le travail que je fais au gym aujourd'hui va m'aider ma course dans 3 mois. Donc, je focus là-dessus, puis j'ai hâte que le ski commence. J'ai bon espoir que le ski... moi, je fais du split, là. Je suis pas une vraie skieuse, mais j'ai bon espoir que ça va m'aider au moins à garder la forme puis garder mon mental aussi sain. Donc, avoir des tempêtes de neige le 15 de novembre, c'est un bon signe pour toi parce que là, ça veut dire que le split, tu vas le sortir plus vite que prévu. Là. Ouais, exactement. Bon, c'est excellent. On a vu des gens, je vois Julien, Joanie devant moi qui étaient déjà en ski de fond les derniers jours. J'ai vu des amis, je sais pas si c'était légalement ou pas, qui étaient au Mont-Sainte-Anne, qui étaient ailleurs à descendre. J'ai pas nommé de nom. Moi, je parlais de vous en ski de fond, mais c'est illégal ou c'est illégal au ski de fond, en ski de fond aussi? OK, exactement, c'est ça que je disais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Julianne, come on down. Je pense que ça revient un peu là à ce que je t'avais déjà parlé un peu, mais tu sais, je pense qu'on fait beaucoup de courses pour la communauté, pour être entouré du monde. Comment ça t'a affecté un peu, toi, mettons, de pas être capable d'aller courir avec tes amis ou avec le monde que tu partages d'habitude beaucoup, là? Ça l'a élevé ma consommation de bière. Donc, au lieu d'aller faire une course avec mes amis, ben la seule chose que je pouvais faire, là, c'est dur pour moi de convaincre des gens de venir au gym. Donc, blague à part, c'est sûr que j'ai jamais quitté la communauté. J'essaie toujours de trouver une façon de rester présente. C'est juste que c'est plus difficile parce que je peux pas participer là, aux courses ou juste dire, tu sais, c'est tellement facile là, de dire je m'en vais courir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir courir avec moi, puis c'est super facile. Mais là, ces jours-ci, c'est sûr que c'est plus difficile, donc je fais plus de choses individuelles, mais quand même, je pense qu'il y a une façon de rester active, puis de voir, de continuer à voir les gens là qui t'animent, puis qui t'inspirent, puis si c'est l'instant d'une bière ou l'instant d'une marche, mais récemment, c'est beaucoup de randonnées aussi. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent venir prendre une marche avec moi. Et puis, je reste active de cette façon-là. J'ai pas d'autre réponse à dire que ça. Ben, c'est bon.
Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde de la communauté. C'est un bon moment pour boire de la bière. Là, c'est correct. Simon Rivet, qui était l'invité de l'épisode précédent pour les gens qui écoutent, et je viens de révéler un scoop à ceux qui sont ici. Voilà. Chronologie, épisode, ils vont être avant toi. Ben, en fait, c'est plus par rapport à ton entraînement cet hiver. Parce que de ce que je comprends de Western, ça va être roulant. Puis j'imagine que t'attendras pas que la glace soit fondue puis que les routes soient dégagées pour faire de la vitesse dans un monde idéal. Fait que t'es-tu plus dans la team trouver des patchs d'asphalte pour faire, mettons, tes trainings l'hiver ou courir en dedans sur piste ou sur tapis? En fait, je suis d'aucune de ces teams-là. Donc, moi, pour être honnête, pour la Western, j'ai fait aucune vitesse l'année passée, là, jusqu'à ce que... Ben, j'en ai fait un peu, avec mon frère qui s'entraînait pour un marathon, mais j'étais blessée un peu là, avant la Western, donc ça a été difficile pour moi d'en faire. Moi, je pense que la vitesse, ça dépend. Tout le monde est différent, là, mais moi, j'ai un gros passé de piste d'athlétisme. Donc, j'ai fait 5 ans d'athlétisme en Californie. Donc, je pense que la vitesse, elle est... Si tu l'as déjà travaillé dans ta vie pendant une bonne base de temps, la vitesse, elle est en toi, puis ça n'en prend pas beaucoup pour aller la rechercher. Puis, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire aussi que la Western, c'est rapide. Je veux dire, je suis pas non plus en train de courir 4 minutes flat du kilo pendant 160 km, là. C'est rapide, mais relatif pour un ultra. Donc, il faut ça n'en prend pas beaucoup pour aller travailler la vitesse, pour aller chercher la vitesse que tu as besoin de faire pour un ultra. Donc, oui, c'est rapide, mais en toute honnêteté, je veux dire, je suis pas non plus en train de courir du 4 flat, 4,30. Tu sais, j'ai aucune idée, en fait. Là, probablement qu'en descente, on est capable de pousser la machine, mais je pense que la vitesse est pas nécessairement... c'est pas la haute vitesse, là. Je suis en train de courir rapidement, mais c'est pas non plus la même chose que faire des entraînements. Donc, moi, ce que je pense, c'est que 6 semaines avant un gros entraînement, un gros événement comme ça, t'es capable d'aller travailler la vitesse qui va être nécessaire à justement que tu te sentes mieux à un pace un peu plus bas. Mais ceci étant dit, c'est vraiment différent à chacun parce que c'est pas tout le monde justement qui a un passé d'athlétisme, c'est pas tout le monde qui a un passé comme ça, donc ça c'est propre à moi-même. Mais je pense quand même qu'il faut garder en optique que même si on fait un ultra qui est plus rapide, t'as pas besoin de beaucoup de temps pour aller travailler cette vitesse-là. Tu peux faire un petit bloc d'entraînement qui fait en sorte que oui, tu vas aller chercher je vais lancer des paces, là, 3,30 du kilo, 3,45, pour que quand tu cours 4,30, c'est plus facile. Mais t'as pas besoin de faire un bloc d'entraînement de 6 mois pour la vitesse en tant que telle, là. En tout cas, pour moi, c'est ma perception. Je vais rebondir là-dessus. Je trouve ça intéressant ta réponse. Puis, il y a de quoi que j'ai entendu beaucoup cette année par rapport au dénivelé. Un peu le même rapport t'es pas obligé de te faire des semaines de 20 000 mètres de dénivelé 6 mois avant ton événement. Puis c'est surtout dans les semaines avant un dernier gros bloc. Es-tu d'accord avec ça, toi qui as passé d'un entraînement western à un entraînement UTMB rapidement? Es-tu d'accord avec ce rapport-là à l'entraînement de dénivelé, que c'est pas obligé de se faire tant d'avance que ça, puis que ça peut se faire le 6-8 semaines max avant un événement? Ouais. Je suis d'accord, mais encore une fois, là, si j'utilise la réponse pour moi-même, là, c'est là que moi, c'est ma faiblesse, dans le sens que j'ai pas un passé de montagne. J'ai fait de la course, j'ai fait du triathlon. C'était ça mon passé. J'ai fait 10 ans de triathlon, 5 ans d'athlétisme. J'ai pas... Donc, c'est sûr que l'élévation, ça va toujours rester en quelque sorte ma faiblesse. Donc, si je me prépare pour un événement comme l'UTMB, c'est sûr que les semaines avant ça, et probablement que si j'avais pas fait la Western avant l'UTMB, j'aurais commencé à préparer l'élévation plus tôt que ça. Évidemment, là, je suis un objectif à la fois, puis une folie à la fois. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Pour moi, j'ai trouvé ça suffisant, mais c'est sûr que dans les semaines qui ont devancé l'UTMB, mon focus c'était juste l'élévation, puis je m'en foutais de tout, là. J'ai pas fait aucune vitesse, j'ai aucun entraînement, tout ce que j'ai fait c'est du dénivelé positif. Tu sentais que t'avais les jambes prêtes pour le dénivelé, rendu à Valorcine et tout le reste, rendu tard? Ouais, ben c'est sûr qu'à Champellac, il me manquait un peu de il me manquait un peu de jus dans le psoas gauche, mais sinon je trouvais que j'étais assez en forme. Ouais. OK. D'autres questions? On a le temps, là. Yes! Je peux comme faire la même introduction, donc Laurence Barry qui était l'invité de l'épisode précédent. Il y a un concept, là. Maintenant que t'es rendu la pro du yoga, mais je sais pas à quel point t'en faisais avant, là, mais je trouve ça vraiment intéressant que tu l'apportes puis que tu as trouvé ça comme manière de bouger et tout. En fait, j'ai 2 questions. Est-ce que t'en faisais avant? Puis comment tu vois que ça s'intègre dans un entraînement de course, tu sais, dans une progression de course? Trouves-tu que c'est complémentaire? Est-ce que ça le remplace? Tu le gardes-tu après? Fait que... Ouais. Je vais t'entendre là-dessus.
C'est bon. Ben, en fait, moi, quand j'étais au Colorado, je faisais du yoga là, à chaque jour. J'ai un studio que j'adore là-bas, puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu y retourner, parce que ça me permet de m'échapper. Moi, le lien que je trouve entre la course et le yoga, c'est que quand je me retrouve sur mon tapis de yoga pendant 1 heure, je suis focus sur ce que je suis en train de faire, puis j'oublie un peu ce qui s'est passé dans la journée. Tu sais, ça prend peut-être 5 minutes avant que je disconnecte, mais ça arrive, puis je retrouve ça aussi beaucoup dans la course à pied. Puis quand je suis pas capable de faire ni du yoga, ni de la course à pied, il y a comme quelque chose en moi qui fait en sorte que je suis toujours en train de penser ou, tu sais, je suis trop dans ma tête, tandis que là, ça me permet d'évacuer tout ça. Fait que moi, souvent, le côté de faire du sport, puis le côté de faire autant du yoga que la course à pied, c'est surtout aussi pour garder un équilibre mental dans ma propre personne, parce que je réalise que je suis quelqu'un qui est quand même très qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de choses qui se passent. J'ai un travail à temps plein, tu sais, je coach aussi à côté, j'essaie de courir de façon plus sérieuse. Donc il y a toujours des affaires qui se passent dans ma tête, puis c'est important pour moi de m'évader. Donc c'est pour ça que je fais le yoga. Oui, je trouve que ça m'amène du bien aussi au niveau physique. Je pense que ça renforce beaucoup aussi mes capacités musculaires, puis ça vient renforcer surtout là, tout ce qui est stabilisateur et tout ça. Mais quand j'ai l'option de la course à pied, je dois t'avouer que le yoga prend un peu plus le bord parce que je suis capable d'aller m'évader en course à pied versus le yoga. Mais n'empêche qu'il y a comme une série, là, tu sais, évidemment, là, plus la série introduction là, au yoga, là, si je suis capable de la faire en comme 10 minutes, puis ça, je pense que ça vient beaucoup m'aider aussi. Puis c'est ce que je fais souvent quand je vais au gym, ben, au lieu de faire comme un réchauffement typique, ben, je fais comme une petite séquence de yoga qui fait en sorte que je suis capable d'aller travailler les muscles qui sont plus importants pour moi. À main levée dans la salle, qui fait du yoga? OK. Ouais. Ouais, faut pas parler avec le vélo. Qui fait du vélo quand il est blessé. Ah, soudainement, ça se lève. C'est vrai quand même. On a juste eu des questions de cette table-ci, là. J'ai l'impression, là-bas, est-ce qu'on a des questions? Personne n'a de questions. Yannick, t'es l'air d'un gars qui a des bonnes questions d'habitude. Est-ce qu'on a d'autres questions par ici? Je suis sûr que vous en avez. Oui, let's go. Allô? Allô? J'avais vu dans tes stories que, je pense que c'était une blague, là, que t'allais t'inscrire au Hard Rock. Est-ce que c'est dans tes plans, dans le futur? J'aimerais beaucoup faire la Hard Rock. Je pense vraiment pas que c'est dans mes cordes dans l'année à venir, puis d'autant plus que je voudrais refaire la Western et refaire l'UTMB. Dans le fond, ce qui se passe avec la Hard Rock, c'est, je sais pas si vous avez suivi, mais ce qui se passe, c'est que le nombre de pourcentage de femmes qui s'inscrivent à la loterie, ça va être le nombre de pourcentage de femmes qui vont être choisies sur la ligne de départ. Fait que j'ai pris un risque. Évidemment, ça coûte quand même cher s'inscrire à la Hard Rock, mais je trouve que ça valait la peine dans le sens qu'il y a pas beaucoup de femmes qui ont l'option de s'inscrire. Donc, il faut que t'aies fait une course qualificative. Donc, pour moi, ça a été l'UTMB. Donc, pouvais m'inscrire à la loterie. Évidemment, j'espère ne pas être pigée. C'est rare qu'on s'inscrit à une loterie puis on espère ne pas être pigé. Mais la joke, c'est que si jamais je me fais piger, ben, il va falloir se poser la question, là. Je sais pas qu'est-ce que je voudrais refaire, là. Mon cœur est encore très axé sur la Western et encore très présent aussi pour l'UTMB. Donc, je sais pas, mais j'ose espérer que au moins mon inscription donnera une chance à une autre femme. Et puis, si c'est moi, ben, je vais devoir me poser des questions existentielles. Mais sache qu'il y a un record de temps combiné pour les deux courses, Western et Hard Rock. Il y a plusieurs hommes qui l'ont tenté dans l'histoire. C'est Jeff Browning qui a le record. Et il y a pas de temps féminin à ma connaissance dans les récentes années. En tout cas, je dis ça de même. Mais le Hard Rock est extrêmement difficile à être pigé parce que on veut pas rentrer dans le fin détail et complexe. Mais tu sais, si vous pensez que la Western c'est tough à être pigé, Hard Rock c'est un autre niveau parce que il y a un pourcentage, il y a une centaine de coureurs, mais il y a un pourcentage de ça que c'est des gens qui l'ont déjà fait 5 fois ou plus, d'autres que c'est qui l'ont déjà fini. Donc la pool de gens qui l'ont jamais fait est très petit, là, c'est genre 1/3 du field total de coureurs. Fait que c'est quand même complexe réussir à rentrer là. Puis le nombre de courses qualificatives est beaucoup plus bas, là. Ouais. Ben c'est pour ça que si je suis pigée, ça va me donner quand même une bonne décision à prendre parce que je voudrais peut-être pas laisser cette chance-là passer, mais à suivre, là, j'ai pas, tu sais, I'll cross that bridge when we come to it, là, j'ai aucune idée, là, si je suis pigée, si j'ai la chance, je le ferai peut-être. Je ne pense pas que tu peux la reculer, mais honnêtement,
la raison première pourquoi je l'ai fait, c'est principalement pour donner la chance à une autre femme de la faire, là. Une femme qui, par exemple, aurait plusieurs billets dans la loterie, mais qui fait en sorte que le pourcentage est tellement faible, parce que le pourcentage de femmes qui ont fait la Hard Rock ou qui finissent la Hard Rock est très, très minime. Donc, c'est la raison principale, là. Puis le reste, je me suis dit, bon, ça va être en second plan, là. On réévaluera ça plus tard. Ouais. Ça a fait couler beaucoup d'encre quand même, positivement et pas nécessairement négativement, mais il y avait des questions qui avaient été soulevées quand il avait annoncé cette mesure-là de dire c'est pas un ratio 50-50, c'est le ratio s'il y a 35% de femmes qui participent à la loterie, il y a 35% de femmes qui vont être pigées. Est-ce que tu penses que c'est le genre de modèle qu'on devrait voir plus souvent dans les courses, en tout cas celle qui c'est plus difficile d'être pigée? Je pense que c'est difficile, je pense qu'au moins ça donne la chance aux femmes, mais moi je pense que plus on met je pense que plus on met une lumière là-dessus aussi, plus qu'on encourage les femmes à s'inscrire, je pense que là, ça fait en sorte que, tu sais, comme moi, honnêtement, je me serais jamais inscrite à la loterie si c'était pas le cas, parce que j'ai aucune intention de faire la Hard Rock cette année. Puis je dis ça, mais peut-être que mon choix va changer, j'en ai aucune idée. Mais c'est la raison première pourquoi je me suis inscrite, donc c'est la raison pourquoi potentiellement ça pourrait aider quelqu'un à être pigé. Je trouve ça difficile, tu sais, moi, en tant que femme qui adore les 160 kilos, pardon, j'aimerais ça voir de plus en plus de femmes sur les lignes de départ, puis qui finissent aussi l'événement. Donc, je trouve ça difficile parce que j'aimerais pouvoir participer à l'encouragement des femmes sur les lignes de départ, mais c'est difficile, mais je pense que le plus qu'on le simple fait d'être présent dans le sport puis le présent en train de le faire, je pense que ça doit encourager les gens à le faire, puis c'est pour ça que moi je m'efforce à le faire. Mais la question de comment est-ce qu'on devrait faire ça, honnêtement, je suis pas assez éduquée dans le domaine pour dire c'est quoi la meilleure solution, là. De toute façon, plus il y a de femmes qui vont faire des 100 miles, plus les pourcentages de réussite vont augmenter parce que c'est scientifiquement prouvé que les femmes ont un plus haut taux de finisher que les hommes. Donc, s'il y a plus de femmes qui est fait, plus de finishers, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Cool. S'il y a d'autres questions? Julien? Il y a sa face de Julien Lachance que... Il a l'air super excité. On se doute que ça sera pas une question... Ah non, ça va être à mort. Oh. Julien Lachance, entendre de Beaupré. Journaliste indépendant. Ma question, c'est suite à ton année exceptionnelle là, depuis un an avec les courses, là, est-ce que, tantôt tu disais que tu travaillais à temps plein puis tout ça, est-ce que tu as déjà pensé à la question de devenir professionnel 100% dans le sport, garder un peu de job coaching à côté, mais de vraiment t'orienter sur le sport pour peut-être optimiser des choses, ou pour toi, l'équilibre sport-travail, ça optimise ton entraînement parce que tu as vraiment un côté qui est complètement décroché du sport puis ça te permet en cas de blessure justement de penser à autre chose? Ben, je t'avouerai que dans les jours qui ont suivi l'UTMB, je me suis dit, bon, ça y est, je me lance dans la course à temps plein, je fais ça, c'est parti, je me suis dressée toute une année de quoi je voulais partir à gauche et à droite et faire tout ça. Puis là, ça fait 3 mois que je suis blessée, puis je peux pas vraiment courir, puis je me dis, de plus en plus, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas mon travail? J'adore mon travail, j'adore ce que je fais, donc moi, je travaille en ressources humaines, donc ça vient chercher aussi le côté plus communauté que je retrouve en course en sentier. Donc, j'ai pris la décision que moi, je veux continuer de travailler à temps plein, où mon employeur est super compréhensif avec moi-même. Donc, il m'aide beaucoup à faire l'équilibre dans tout ça. Puis c'est surtout le fait que, écoute, je pense qu'à 32 ans, je peux maintenant dire que je suis une nuisance à moi-même quand j'ai trop de temps dans mes mains. Je me blesse comme personne d'autre dans ce monde, j'ai l'impression. Puis je pense que ça fait en sorte que, en fait, le plus de temps que j'ai, moi, si j'ai 5 minutes de libre, je vais faire de l'exercice, que ce soit courir, du vélo, du renforcement. Tu sais, j'ai vraiment de la misère à être assise sur ma chaise, donc pour moi, je pense que c'est important, juste parce que je veux pas non plus, tu sais, j'ai été capable de faire ce que j'ai fait dans la dernière année avec un travail à temps plein, je vois pas pourquoi je pourrais pas continuer dans cette voie-là. Donc pour le moment, je décide de continuer de faire les deux, mais comme toute chose, ça se peut que je réévalue à un certain moment donné, là. Ça se peut aussi qu'à un moment donné, ce soit trop lourd en termes de voyagement ou en termes de compétition et tout ça. Mais je tiens quand même à garder un équilibre, que ce soit avec du coaching ou un travail ou quoi que ce soit.
On l'a vu, je pense, dans les dernières années, des athlètes qui avaient fait le switch d'aller 100% pro, puis qui sont revenus à un day job ou avec quelque chose autre que la course. Et c'est Tim Tollefson qui avait dit que lui avait arrêté, je pense, complètement d'être physiothérapeute, puis il se dédiait à 100% à ses courses. Puis c'est ces 3-4 années consécutives où il y a eu des contre-performances, des UTMB difficiles, alors qu'il revenait tous 2 podiums en 2 ans. Puis il y a eu un gros travail, puis il parlait aussi de santé mentale. Il n'y a pas que la job là-dedans, mais il l'a dit que ça lui a aidé de revenir à une espèce de quotidien plus régulier, puis avec le besoin de pas juste penser à la course. Puis si c'est une mauvaise course, à un moment donné, ben t'as d'autres choses dans la vie, tu retournes travailler, il y a d'autres affaires qui arrivent, puis ça te remet en perspective, alors que si t'es athlète pro à 100%, ben une contre-performance comme ça arrive tout le temps à n'importe qui, puis c'est normal, ben là tu te mets bien plus penser de oh shit, c'est ça ma job, j'ai des sponsors qui me font vivre, puis là je suis pas capable de performer, puis là ça amène une espèce de swirl de négativisme. Et qu'on l'a entendu beaucoup ça dans les dernières années, fait que je pense aussi, pour moi, c'est... je pense qu'une des raisons pourquoi je réussis à avoir des bonnes courses pour moi-même, c'est le fait que je m'aligne sur une ligne de départ avec une légèreté entière. Là, j'ai aucune pression. Personne qui... si j'arrive dernière, on s'en fout. En fait, j'avais pas un bien monétaire attaché par rapport à ça. Puis si j'ai une contre-performance... je me fais quand même payer le jeudi. J'ai aucune pression quand je m'aligne sur une ligne de départ. Puis ça, c'est quand même important pour moi parce que je le fais pour le plaisir. Je me suis dit aussi, l'envers de la médaille comme ça, puis ça fait en sorte que pourquoi potentiellement je ferais le saut, c'est que d'un autre côté, c'est sûr que être pro, tu pourrais quand même y trouver du bonheur. Tu pourrais, en fait, je pourrais dire, bon, mais je pourrais me lancer dans une carrière de coureuse professionnelle, puis me compter chanceuse de pouvoir me lever le matin puis de faire ce que j'aime et tout ça. Donc oui, je comprends que les deux sont bien alignés, puis ça fait en sorte que la ligne de décision est toujours très difficile à prendre, mais on y va jour le jour, puis pour le moment, je suis blessée de toute façon, fait que j'aime ça pouvoir travailler là, dans la journée pour penser à autre chose. C'est bon ça. Y a-tu d'autres questions? Parce que moi j'en ai une autre. Je sais pas si vous avez entendu dire, mais on a parti une playlist pas sortie du bois. Je l'ai annoncé cette semaine, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont donné des suggestions. J'ai des invités à chaque épisode qui me donnent leurs chansons que ça prend sur une playlist de course pour les crinquer. Toi, est-ce que t'en as une à me suggérer qu'on rajoute sur la playlist qui s'appelle le Walkman de pas sortie du bois, si vous cherchez sur Spotify? Une chanson? Une chanson ou 2. Fait que moi, j'ai fait une playlist pour l'UTMB. Je pense qu'elle durait 22 heures. Donc, c'est une playlist d'ailleurs que j'ai sur Spotify qui s'appelle UTMB, très facile à trouver. J'ai un genre de musique qui est très diversifié. J'aime autant la musique française que le country. Donc, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, donc je suis désolée pour ceux qui aiment pas le country. Je suis aussi une grande fan de Taylor Swift. Je pourrais pas dire que je ne le suis pas. Et puis, depuis qu'elle a sorti son album le 21 octobre, je pense que c'est tout ce que j'ai écouté sur repeat, là. Donc, je vais me devoir de vous donner une chanson du CD. Donc, je vais dire Karma de Taylor Swift. Je pense que c'est très relatif aussi à la vie que j'ai vécue. J'ai beaucoup de choses qui arrivent de façon négative, mais aussi beaucoup de choses positives qui arrivent par la suite. Donc, c'est la chanson que je vais vous donner. On va rajouter ça sur la playlist. Parfait. Fais-tu partie des 1,5 milliard de personnes qui ont tenté d'avoir un billet? C'est pas un chiffre que je dis dans le vide. Il y a vraiment eu 1,5 milliard de logins de gens qui ont tenté d'avoir des billets pour sa tournée. Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est de setter des rendez-vous, là, même, tu sais, de setter comme où est-ce que je vais être dans à peu près 3 mois, là. Fait que j'ai regardé les dates, je trouvais ça bien difficile de setter que j'allais être, où est-ce que j'allais être. Fait que j'ai pas cherché à prendre un billet, mais je te dirais que sur Spotify, tu sais, ils donnent des stats, là. Ouais. Et puis la stat dont je suis le plus fière en 2022, au-delà de mes performances de course, c'est que j'étais dans le 0.01% des gens qui ont le plus écouté Taylor Swift. Donc, c'est ma plus grosse performance en 2022. Très fort. On l'a pas applaudi pour l'UTMB ou la Western, mais on l'a applaudi pour le 0.01% de Taylor Swift. C'est excellent. Ouais, c'est quand même impressionnant. Parlant de où tu es dans le monde, là, bon, présentement, t'es à Québec, tout le monde est témoin. Tu reviens du Colorado. Est-ce que t'as des plans dans les prochains mois pour voyager? Oui, alors, samedi, en fait, je vais aller à Annecy, en France. Nice. Donc, pour ceux qui en savent un peu plus sur les passés ou juste de où est-ce que Salomon vient, donc Salomon est basé à Annecy, donc on fait une fin d'année là pour les athlètes de l'équipe internationale. Et puis, il faut croire que ma performance de l'UTMB de la Western States m'a valu une place dans ce camp d'entraînement là de fin d'année. Donc, évidemment, je pourrais pas participer beaucoup au camp d'entraînement, mais j'ose participer plus là au niveau des workshops et tout ça. Et puis par la suite, là, je vais
rester évidemment une semaine de plus là, pour profiter un peu des environs, probablement aller sur une montagne de ski, là, voir si la neige est bonne à ce temps-là de l'année. Et puis après ça, en fait, ma sœur attend un deuxième enfant. Et puis, je vais aller... Ma sœur, elle habite dans l'Ouest. Donc, je vais aller passer du temps avec elle et surtout porter main forte au petit premier là, dont je suis la marraine. Et ils habitent à Vancouver, donc c'est sûr que ça vaut la peine d'aller passer du temps là-bas puis d'aller faire des randos avec le petit kid dans le backsack. Très le fun, ça. Est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on termine l'épisode? Non? Merci beaucoup, Marianne. Toujours un plaisir. 10e fois pas sorti du bois. Est-ce qu'il y aura une 11e? Est-ce que ce sera dans un décor, avec un décor en arrière dans la vitre de Vancouver, d'Annecy, on verra, mais je pense qu'il y aura toujours moyen de continuer ça en route vers Western State. Là, moi, je te remercie. Je sais que à chaque fois que je lance ces épisodes-là, il y a quelque chose de spécial. Les gens, je pense qu'ils aiment te suivre, ils aiment comment que tu t'admets les choses comme elles sont. Tu sais, il y a pas de masque, on dirait, avec toi. C'est voici, what you see is what you get. Je pense que c'est une de tes plus belles qualités, mais je pense que les gens le voient, les gens le sentent, puis les gens me l'écrivent, fait que je suppose que toi aussi tu l'écrives, mais merci pour ça. Ben, en ce moment, j'ai un petit masque, là, mais... mais sinon, c'est sûr que c'est plus la vérité qui sort, ouais. Tout à fait, merci. Merci à tout le monde qui était là. On va continuer nous autres. Ça va être le temps d'aller chercher des refils de bière. Je remercie NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Je remercie Noctem, bien sûr. On est là, on est chez eux, puis la bière est bonne. Je remercie Capic. Il est trop tard pour boire du café. On est sur la bière déjà, mais Capic font de l'excellent café. À tout le monde qui est ici présent, et tout le monde qui écoute en ce moment, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100%. C'est parfait. Merci, guys.